Seigneur notre Dieu, tu nous as donné cette occasion de nous retrouver ici pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays, la déstabilisation de notre pays, toutes ces situations de violence, de guerre, que cela ne puisse pas nous décourager. Mais grâce à toi, ce lieu puisse être pour nous le lieu même qui nous incite à nous décider, à œuvrer à faire changer cet état des choses. En créant le monde, tu nous as donné la paix. Tu as voulu que nous vivions en paix. La paix est une vertu qui vient de toi. Et tant que nous serons là pour œuvrer pour l'avènement de la paix, tu seras toujours à nos côtés. Aide-nous, assiste-nous, bénis-nous, pour que tout ce que nous aurons accompli puisse concourir à la gloire de ton nom, mais surtout au salut de ton peuple, nos frères et sœurs congolais. Nous t'avons aussi prié au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Avec SID. Pour la dignité du peuple congolais. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo, école bon. Encore. Congo, école bon. Encore. Congo, école bon. Encore. 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 Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président élu, chers membres du parti, bonsoir. Ils sont à nouveau cette opportunité créée par le bureau national de notre parti pour que chaque mardi nous puissions nous retrouver en ces lieux pour faire le point de la situation sécuritaire dans notre pays, conformément à la résolution adoptée lors de notre congrès tenu à Kisangani de cette année, d'après laquelle le parti s'engageait à faire régulièrement la situation, le monitoring de la situation sécuritaire, non seulement dans la partie Est, mais également dans l'ensemble des provinces de notre pays, parce que cette situation de stabilité ne cesse de s'étendre. Nous sommes le 20 décembre 2022. Théoriquement, selon le calendrier de la CENI, nous sommes à 365 jours de la tenue de l'élection présidentielle, mais également des élections législatives en vue de l'effectivité de l'alternance. Curieusement, à 365 jours de la tenue de ces élections et à 5 jours du lancement des opérations d'enrôlement dans la zone opérationnelle 1, c'est-à-dire la partie ouest de notre pays, la situation sécuritaire dans la plupart des provinces de notre pays, particulièrement à Ituri au nord Kivu, mais également dans le Maïndombe, à Kwilu, mais également dans la commune de Maluku déjà, la situation présente l'image de l'existence de l'État. Au cours de la présente communication, nous allons particulièrement focaliser notre attention sur la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et à Goma, mais également la situation qui prévaut
en ville de Boutemo sous la menace de ZADF. Sans oublier, bien entendu, la situation telle qu'elle se présente à Bunia, à Djougou, à Irumu. Notre communication sera subdivisée en 3 points. D'abord, la question du M23, territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Goma. En deuxième point, nous allons parler de la question des ADF et la situation en ville de Boutemo, en territoire de Beni et Irumu. En troisième lieu et dernier lieu, nous allons nous atteler sur les comportements des institutions du pouvoir en place face à cette situation sécuritaire dramatique. Alors, premièrement, la question du M23 et la situation en territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Pour rappel, les premières offensives menées par les terroristes du M23 avec leur maître, l'armée rwandaise, ont eu lieu en date du 8 novembre 2021, soit au 186e jour de l'instauration de l'état de siège à la province du Nord Kivu et de l'Ituri. En date du 13 juin 2022, soit au 401e jour du fameux état de siège, la ville de Bunagana, à territoire de Rutshuru, est passée sans combat sous contrôle des terroristes du M23. À ce jour du 20 décembre 2022, l'occupation de Bunagana par ces terroristes totalise 188 jours sous un joug pénible pour les populations de Bunagana. En date du 29 octobre 2022, soit au 510e jour de l'instauration de l'état de siège, les villes de Kiwanja, de Rutshuru, ainsi que les grandes agglomérations telles que Rubare, Kalengera, Damugenga, Kaku, sont également passées sans combat, sous contrôle des terroristes du M23, avec leurs alliés, le Rwanda et l'Ouganda. À ce jour, l'occupation de ces entités est au 52e jour, sous un joug pénible pour les populations. Par cette occupation de Rutshuru, Kiwanja, Rugari, les terroristes du M23 ont coupé la communication entre Rutshuru, Boutemo et Goma, et donc tous les habitants concentrés à Goma sont privés de toute possibilité de se ravitailler à vivre à partir des territoires, du reste des territoires de la province du Nord Kivu. D'où la flambée de prix des denrées alimentaires à ville de Goma et les conditions de vie difficiles. Après avoir pris sans combat les contrôles de la route nationale numéro 2 et de toutes les agglomérations qui longent cette route, les terroristes du M23 ont poursuivi leur progression sans combat pour prendre les contrôles de Tongo, de Bambou et de Kishiche, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, vers l'ouest du territoire de Rutshuru, avec l'intention manifeste d'aller prendre le contrôle de la ville de Kichanga, c'est à la lisière entre Massissi et Rutshuru, prendre le contrôle des agglomérations de Bukongo, dans le but de couper également la circulation sur l'axe Kanyabayonga, Nyanzale, Mweso, Kichanga, Sake, Goma, le seul axe praticable qui relie la partie sud du Nord Kivu avec la partie
Non, mais dont la praticabilité est difficile au regard de la dégradation de l'état de la route. Face à cette progression libre des terroristes et des agresseurs du M23, nous saluons l'engagement patriotique des populations des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, de Massissi, qui non seulement refusent de se soumettre au dictat du M23 à Bunagana, à Katale, à Rugari, à Kiwanja, mais également s'emploient par des méthodes de résistance patriotique pour empêcher toute progression des agresseurs vers Kichanga, vers Burungu. Malheureusement, en représailles à cette résistance populaire, les terroristes des M23 s'illustrent par des représailles particulièrement meurtrières. Ces terroristes commettent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre extrêmement meurtriers. C'est ainsi qu'en date du 29 novembre et du 30 novembre, les gens du M23, avec leurs alliés, l'armée rwandaise, ont perpétré un massacre de plus de 250 Congolais à Kishiché. Simplement parce que la population s'était montrée hostile à la présence du M23 et à représailles donc, plus de 250 compatriotes congolais ont été sauvagement massacrés. Nous exigeons que de toute urgence, des efforts soient menés pour chasser les M23 de toutes ces zones, afin qu'une enquête indépendante soit menée, parce que nous avons appris comment le Rwanda se donne les kilos de dépêcher des journalistes à Kishiché afin de produire des rapports mensongers pour contredire non seulement les rapports produits par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a documenté l'assassinat d'au moins 131 civils et l'enlèvement d'au moins 69 autres civils. Ça dépasse déjà le 200. Donc il faut qu'une enquête indépendante soit menée, mais à l'absence de ces terroristes du M23. Et cela exige de l'urgence avant que ces gens-là ne s'emploient à faire disparaître les traces de ces crimes. Au même moment, au cours de leur meeting tenu le week-end dernier à Dongo, les terroristes du M23 ont lancé des menaces d'après lesquelles tous les hommes que ces terroristes retrouveraient dans la ville de Kichanga et dans l'agglomération de Burungu, tous les hommes seraient tués parce que, disent-ils, c'était là que parte la résistance pour empêcher leur progression. Ces menaces ne sont pas à prendre à la légère, d'autant plus que, comme nous allons le démontrer, les FATC manifestent une certaine attitude de trêve depuis la publication du fameux communiqué de Rwanda du 23 novembre de cette année que le président élu a dénoncé le contenu. À côté de ces menaces de représailles meurtrières, les terroristes du M23 se sont employés depuis le week-end dernier jusqu'à ce matin dans une politique de déportation forcée des populations habitant les agglomérations qui se retrouvent sur la route entre Goma et Rutshuru. Ils ont contraint à la déportation les habitants de Katale, les habitants de Biruma, les habitants de Rumangabo, au motif que par la présence de ces populations dans leurs habitations, la résistance des patriotes surprend instantanément ces terroristes et ces agresseurs
pour gêner leur présence sur le sol congolais. Et ces terroristes amènent nos populations loin de leurs champs, loin de leurs maisons. Et que certains habitants qui ont tenté de retourner vers leurs champs ont été tués. Comme pour dire que l'objectif, l'intention manifeste déjà du M23 serait de contraindre ces populations à mourir de famine loin de leurs champs. Au même moment, les gens du M23 s'emploient à piller systématiquement les récoltes dans les champs des habitants et des camions emportent des tonnes de haricots pour être vendus sur le marché en Ouganda et au Rwanda. Ils cassent également les portes et emportent les fenêtres sur les maisons abandonnées par les habitants, pillent les boutiques, pillent le bétail pour réduire nos populations à la précarité. Entre autres conséquences, nous avons enregistré jusqu'à ce jour des milliers de déplacés de guerre qui sont concentrés dans le cas des déplacés de Kanyaruchinya et de Tobosco au nord de Goma. Le week-end dernier, une épidémie de choléra a été déclarée dans ce camp. Et quotidiennement, la dynamique Goma actif qui s'emploie à apporter de la bouillie et une assistance des volontaires à ces populations déplacées enregistre une moyenne d'au moins 15 décédés par jour. C'est une situation dramatique. Au même moment, conformément au calendrier publié par la CENI, les opérations d'enrôlement des électeurs sont censées commencer dans la zone opérationnelle Est, comprenant le Sud Kivu, le Nord Kivu, les Turi, les Bazouélé, le Maniema et la province de la Tchopo. Ces opérations sont prévues pour le 12 février de l'année prochaine, y compris pour Nyiragongo et pour Rutshuru. Or, comme nous le savons, c'est du résultat de l'enrôlement que va dépendre la possibilité de voter en mars prochain la loi portant répartition des sièges à vue des élections prévues pour le 20 décembre 2023. À moins qu'il n'y ait une volonté cachée d'exclure Nyiragongo et Rutshuru des élections prochaines, il est impérieux qu'avant la fin de janvier 2023, ce territoire ait été libéré pour que nous ne vivions plus ce que nous avons vécu aux élections de 2018, où nous avons vu nos compatriotes de Yumbi, de Butembo et de Beni être exclus des élections, ce qui est inacceptable. Or, comme je l'ai dit, nous observons une situation de trêve dans les chefs de FARDC. Cette situation de trêve signifie que le pouvoir de M. Félix a choisi de s'inscrire dans la logique du processus de Luanda et de Nairobi. Processus de Luanda qui prévoit à la fin de route du 23 novembre 2022, entre autres, la mise en œuvre de la fameuse feuille de route de Kigali du 28 octobre 2019, feuille de route de Luanda qui prévoit également la question de la création des conditions du retour des prétendus réfugiés congolais basés au Rwanda. Ces deux questions sont dangereuses pour l'avenir de la nation. D'abord, la fameuse feuille de route de Kigali du 28 novembre, du 28 octobre 2019, par laquelle le délégué de M. Félix avait convenu avec les gens du M23, sous la médiation du Rwanda, convenu de l'intégration militaire, politique de ces combattants M23
précédée par l'amnistie. Nous saluons ici la vigilance du peuple congolais. Vous êtes sans ignorer qu'au mois de septembre de cette année, l'Assemblée nationale avait inscrit sur son calendrier la question de l'amnistie à faveur des gens issus des groupes armés. Ça veut dire, nous comprenions que c'était un projet d'octroi de l'amnistie aux gens du Rwanda. Grâce à la vigilance du peuple congolais, jusqu'à la clôture de la session, cette question d'amnistie n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Au contraire, grâce à notre pression et dans une logique de récupération de l'opinion, le bureau a présenté une recommandation d'après laquelle aucun dialogue dont la finalité serait l'intégration des gens venus des groupes armés dans notre armée, que tout dialogue ayant pour but cette intégration était interdite. Nous avons salué cette recommandation qui est le fruit de notre résistance, de notre combat, mais cela ne suffit pas. Parce que, comme je le disais, en souscrivant pour le processus de Nairobi et en décrétant une trêve dans les chefs de FARDC, le pouvoir de M. Félix voudrait manifestement user de la fatigue des populations, de l'alisement de la situation, pour contraindre ces populations, les placer devant un fait accompli et contraindre cette population à avaliser un chemin de dialogue avec ces prétendus terroristes, ces terroristes du M23. Or, parmi les intentions du Rwanda dans cette nouvelle guerre d'agression, il y a la volonté de renouveler les infiltrés au sein de nos services. C'est-à-dire déployer des jeunes Rwandais, des jeunes officiers à nouveau dans notre armée, dans notre police, dans le service de renseignement, afin de perpétuer l'accomplissement du plan de balkanisation de notre pays. Et donc, lorsque Félix s'inscrit dans le processus du chemin de Luanda, nous apprenons également qu'à marge même du processus de Nairobi, que pour parler officieux se serait tenu à Kampala avec les gens de M23. Vous avez suivi la rencontre de Kibumba. Il est donc important de notre part pour que nous multiplions la vigilance, parce que en dehors de l'approche militaire contre ces terroristes du M23, tout autre schéma de dialogue camouflé s'avère dangereux pour l'avenir de notre pays. À côté de la menace de l'intégration des nouveaux infiltrés dans nos services, je disais qu'il y a la question dangereuse du retour des réfugiés. Chers compatriotes, je suis élu de Goma, natif du Nord Kivu. Je connais le Massissi, le Rutshuru, le Nyiragongo, le Lubero. Jusqu'à ce jour, je ne connais pas un seul Tutsi qui aurait été chassé de ces champs au Nord Kivu. Je ne connais pas. Au contraire, il y a des Tutsis jusqu'à ce jour à Kichana. Il y a des Tutsis à Rutshuru. Il y a des Tutsis partout. Et donc lorsque les terroristes du M23 prétendent qu'il y aurait des réfugiés congolais qui seraient au Rwanda et dont on exige le retour dans la feuille de route de Rwanda, eh bien, il y a un coup sous roche. Parce qu'en 2012, lorsque le M23-1 a occupé Rutshuru, nous avons enregistré l'arrivée des Rwandais chassés de la terre. Parce que non seulement ils nous exposent à ces dangers de l'enrôlement des étrangers, mais également au danger de la balkanisation de notre pays.
Pour terminer sur ce point de la question du M23, territoire de Nyiragongo et Rutshuru, il est impérieux que des actions de pression s'organisent davantage pour que, au plus tard au 31 janvier 2023, disais-je, soit au minimum 12 jours avant le début des opérations d'enrôlement, que ce territoire ait été libéré pour permettre aux populations de retourner dans leurs agglomérations à vitesse super enrôlée. Mais pour que ces résultats arrivent, des actions de pression se posent. Des pressions pour amener la communauté internationale à ne pas se limiter aux simples appels demandant au Rwanda de cesser tout soutien au M23. Mais les pays amis devraient arriver à prendre des sanctions contre Kigali, des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, parce que c'est le seul langage que le Rwanda écoute. À côté de cette pression vis-à-vis de la communauté internationale, une pression plus forte devrait être exercée sur le pouvoir à place pour l'amener à abandonner ces jeux de cache-cache derrière le processus de Luanda et de Nairobi, doter les FARDC de moyens suffisants pour que, avec la résistance populaire qui montre déjà ses preuves, les FARDC libèrent rapidement ces entités le plus rapidement possible et que l'enrôlement des électeurs s'y déroule sans embâche. Deuxième point, la question des ADF et la situation en ville de Butembo. Alors que l'attention de l'opinion publique nationale et de la communauté internationale est focalisée sur la menace que représente les M23 contre la ville de Goma, les ADF agissent de manière plus intense depuis un temps à ville de Butembo, et si une vigilance nationale plus active n'est pas mise en action, nous risquons d'être surpris que l'ennemi prenne les contrôles de Butembo, craignant plus que les contrôles de Goma ne lui attirent une mobilisation plus forte. Ils ont l'expérience de la mobilisation nationale de 2012, lorsqu'ils ont tenté de prendre Goma. Ils ont l'expérience de la mobilisation nationale de juin 2004, lorsque le Rwanda est entré à Bukavu. Et ils s'imaginent qu'ils peuvent changer de plan pour prendre le contrôle de Butembo par le contrôle de cette grande ville de la partie nord. Eh bien, ils seraient en train d'asseoir leur plan de balkanisation dans cette partie qui incarne une forte résistance, une résistance farouche contre l'agression. Qu'est-ce qui se passe exactement en ville de Butembo? Vous êtes sans ignorer que dans la nuit du 9 au 10 août de cette année, les ADF y ont opéré une attaque spectaculaire. Ils ont cassé la prison centrale Kakwangura en plein état de siège. Ils ont emporté 822 détenus. Ils ont traversé librement la ville de Butembo et les ont amenés dans la chefferie voisine de Bachou. La population s'est mobilisée pour poursuivre les assaillants. La population en a même capturé certains et a procédé à la justice populaire. La population de la chefferie de Bachou a rattrapé plus de 150 évadés de la prison qu'elle a remis au service de l'État. Curieusement, lorsque la population s'est adressée aux responsables des FARDC, ceux-ci ont dit
qui n'avaient pas reçu l'ordre de la hiérarchie pour intervenir. Et donc, les ADF ont emporté allègrement tous les évadés et continuent à les former, les ont formés depuis cette date-là. Et depuis lors, ils commencent à utiliser ces évadés dans les attaques de l'hôpital de Maboya, où un médecin, une religieuse a été tuée, dans les attaques à Kabasha, et désormais dans les attaques à ville de Butembo. Autre constat, dans ces attaques à ville de Butembo, ces ADF se déguisent en Maïmaï. Mais lorsque nous observons de très près les modes opératoires, ils s'emploient à couper la tête des agents de la police, des agents de l'armée, qui les attrapent et ils placent les têtes au-dessus des arbres. C'est le mode opératoire des ADF. Ils kidnappent des opérateurs économiques et ils demandent des rançons de montants exorbitants. Ils s'emploient systématiquement à des enlèvements de civils régulièrement. C'est contraire au mode traditionnel d'action de Maïmaï tel qu'ils sont connus. Ce qui nous amène à penser qu'il s'agit des ADF déguisés à Maïmaï, lorsque également nous nous référons aux expériences du passé, où nous avons connu un mouvement prétendu Maïmaï appelé Corps du Christ. Mais les investigations ont démontré que c'était un mouvement monté et financé à partir de Kigali. Nous avons l'expérience de ce que l'on appelle de Maïmaï Ndouma Tifes of Congo, d'un certain Guidon, dont le porte-parole habite à Gisenyi au Rwanda. Et des preuves sont irréfutables d'après lesquelles c'est un mouvement à la solde de Kigali. Nous avons connu dernièrement un mouvement appelé Maïmaï Kandenga, territoire de Mambasa à Ituri, qui était entretenu par des ADF et qui se déguisait donc à Maïmaï, mais qui étaient des supplétifs des ADF. Donc, ces analyses nous permettent de considérer que ce sont des ADF qui sont désormais établis en ville de Butembo et ces ADF qui agissent avec l'appui des agresseurs pour réduire au néant la résistance des populations de Butembo et prendre le contrôle de cette ville. Paradoxalement, les unités FARDC déployées dans la ville de Butembo en représailles utilisent des méthodes caractérisées par une indiscipline notoire, des actes délibérés dont manifestement l'objectif est de dresser la population contre l'armée, afin que par cet antagonisme entre la population et l'armée, les ADF trouvent un chemin tout libre pour accomplir leur mission. Tenez par exemple, la semaine passée, les enseignants de Butembo ont observé 2 jours de grève parce que pour les éléments FARDC dont les positions sont multipliées dans la ville, même les enseignants sont arrêtés au motif qu'ils sont des Maïmaï. Depuis hier, les chauffeurs de taxi-moto observent un mouvement de grève dans la ville et dans toute la partie de Lubero et de Beni. Parce que lorsqu'un chauffeur de taxi-moto amène un militaire sur sa moto et qu'il exige aux militaires de payer, le militaire se retourne contre les chauffeurs de taxi-moto, l'arrête, l'amène au cachot et on exige une amende de 500 $ pour le libérer sous prétexte qu'il s'agit d'un Maïmaï. Des cas de viol sont enregistrés dans plusieurs communes, dans plusieurs quartiers de la ville de Butembo. Des habitants fuient des quartiers parce que toute la population est considérée comme Maïma. Plus grave, il y a une position qui s'est installée dans le cimetière de Kitatumba, ville de Butembo.
Des militaires prennent les croix sur les tombes pour les utiliser comme boîte de chauffage. Une profanation révoltante des tombes. Ils prennent les briques sur les tombes pour les utiliser à construire leurs abris. Et pour la population, c'est une provocation délibérée. Manifestement, il y aura un plan pour provoquer une guerre civile avec Butembo, pendant que l'attention de toute l'opinion nationale est focalisée pour mettre en échec le M23 et l'agression rwandaise dans la partie sud. Comment peut-on comprendre qu'au même moment, une situation paradoxale soit entretenue dans la même province pour dresser la population contre sa propre armée? Et curieusement, l'auditorat militaire et tout le système de la justice militaire ne fait rien pour intervenir, sanctionner les indisciplinés. Il n'y a aucun système de sanctions qui est en vue. Cette situation s'avère dangereuse. Au même moment, il est vrai, on continue d'enregistrer des tueries à territoire de Béni. Rien que pour la semaine passée, nous avons enregistré au moins 50 personnes tuées à Otomabere, à Ndalia et à Kainama. Mais la plus grande menace de ces jours réside sur la ville de Butembo, qui détournerait l'attention de l'Assemblée de la République de la menace du Rwanda lorsque cette ville viendrait à être prise sous le contrôle des ADF. Enfin, la situation n'est pas différente à Bunia. Dans le quartier Mouzipela, la population fuit parce que la criminalité est totale. Dans d'autres quartiers de la ville, la situation est pareille. Les groupes armés continuent à sévir à Mahagi, à Djougou. Les groupes armés continuent à avoir le contrôle des carrés miniers de toutes les zones minières à plein état de siège. Et cette situation, comme vous le savez bien, s'est étendue pour se manifester depuis beaucoup de temps maintenant. D'abord à Kwamut, dans le Maïndomé, la situation s'est étendue dans la province du Kwilu, et Kinshasa n'est pas épargné avec ce que nous apprenons dans la commune de Malou. C'est dire, chers compatriotes, comme je l'ai dit à l'introduction, qu'à 365 jours que la tenue des élections telles que prévues par la CENI, la République démocratique du Congo se retrouve dans une situation de chaos organisé. Dernier point du comportement du pouvoir en place face à ces chaos. J'ai observé les comportements du gouvernement de fait de M. Sama Lukonde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant son programme d'action adopté le 26 avril 2021, sur l'axe de défense et sécurité, la toute première action de son gouvernement consistait à procéder à la pacification de la partie est de la RDC. Et pour ce faire, il a prévu dans son programme l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire. Comme si cela ne suffisait pas, au lieu d'un état d'urgence sécuritaire, le pouvoir de M. Félix a instauré un état de siège dans l'amateurisme absolu. Le bilan de cet état de siège à ce jour est pire que les raisons pour lesquelles la même majorité parlementaire avait procédé au départ du gouvernement Ilukamba. Mais parce que ce Parlement fonctionne aux ordres, instrumentalisé, il a perdu tout pouvoir d'initiative, eh bien, l'interpellation adressée au Premier ministre que j'avais déposée à date du 23 septembre
2022 et dont M. Mbosso avait accusé réception en date du 3 octobre 2022, promettant que Sama Lukonde devait être invité au Parlement à la plénière la plus proche du 3 octobre 2022, jusqu'à la clôture de la session parlementaire, cette interpellation n'a pas été programmée. Bien au contraire, ils se sont employés à un acharnement autour de la question dénoncée par le président, la question de la rémunération et du train de vie des institutions. Donc, non seulement le gouvernement est plus défaillant que jamais, mais également le Parlement, qui fonctionne aux ordres, est incapable de les sanctionner, sinon aucune raison sur le plan de la question défense de l'intégrité territoriale, aucune raison ne justifierait le maintien en place de ces gouvernements. Mais bien plus, je réalise qu'en fait, le problème ne résidait pas au niveau du gouvernement Iloukama, encore moins au niveau peut-être du gouvernement de fait que Sama Lukonde, mais en réalité, le problème c'est Félix lui-même. Parce que, d'abord, dans ce fameux programme de 100 jours de 2019, sa priorité résidait ailleurs, dans les maisons préfabriquées autour desquelles ils ont détourné des millions, dans la construction des sauts de moutons, sous prétexte desquels des millions ont été détournés. La question de la sécurité de la partie est de la RDC et de l'ensemble du territoire, la question de la montée en puissance des FARDC a été absent, totalement absent du fameux programme d'urgence. Contrairement aux 100 mesures urgentes présentées dans le programme du président élu. Et pour ça, nous pouvons applaudir notre président pour cette vision éclairée. En second lieu, en lisant le programme que son gouvernement FCC cache sous Iloukama, il est vrai, comme pour un slogan, la question de la pacification de l'Est a été inscrite comme premier pilier de l'action. Mais dans le fait, dans le concret, dans l'affectation des ressources et du budget, rien n'a été fait. Jusqu'à ce que les gens de la majorité eux-mêmes, en lisant le mémo, la motion de censure contre Iloukama, ils ont dit eux-mêmes que la situation était devenue pire. Le gouvernement Sama Lukonde, comme je venais de le dire, même chose. Parmi les faits qu'il convient de relever dans la conduite amateuriste de pouvoir par M. Félix, je note personnellement d'abord le manque de volonté à faire de la montée en puissance des FARDC la priorité de priorité. À titre illustratif, le budget 2023 est fixé à environ 16 milliards de dollars. Au même moment, la loi de programmation militaire présente un état de besoin d'environ 5 milliards pour assurer la montée en puissance des FARDC. Nous avons pris la parole à l'Assemblée pour dire, déjà avec le budget de 10 milliards de 2022, le train de vie des institutions à un niveau inacceptable, des dépassements de rémunération à tous les niveaux, de plus de 1400%. Nous avons dit que pourquoi ne pas accepter de maintenir le fonctionnement de l'État et de tous les autres services au niveau budgétaire de 2022, c'est-à-dire 10 milliards, et affecter les 6 milliards à couvrir le besoin présenté dans la loi de programmation militaire, au lieu d'étendre ces 5 milliards sur les 5 ans, c'est-à-dire de 2023 jusqu'à
28, alors que nous sommes sous agression, nous procédons à la mise, à la sous-traitance de notre sécurité, affectons les 6 milliards du budget 2023 au FALTC, à la police, au service de renseignement, pour assurer l'autonomie de notre défense. Parce que le pouvoir n'a pas la volonté, eh bien, cette option a été rejetée. À côté du manque de volonté du pouvoir en place, il y a l'incompétence telle que le président Haï a le dénoncé dans une de ses communications lors de sa tournée en Occident. Cette incompétence s'illustre par le fait que, en juin 2021, soit après 3 ans d'exercice du pouvoir, et soit 1 mois après l'instauration de l'état de siège, c'est alors que M. Félix, à partir de Goma, pleurniche à 10 ans, qu'il se rendait compte qu'on lui avait menti sur les effectifs de l'armée. C'est dire que celui qui fait office de chef de l'état des faits a réalisé 3 ans et s'est permis de décréter un état de siège. Et dans le programme de gouvernement, il a prévu qu'en exécution de cette mesure de l'état de siège, il fallait déployer le personnel suffisant dans les 2 provinces. Et 1 mois après l'instauration de l'état de siège, il se rend compte alors qu'il n'a pas d'effectif nécessaire dans l'armée. C'est une incompétence inacceptable au sommet de l'État. À côté de l'incompétence, il y a le manque de leadership criant. Au cours de la même interview de juin 2021 à Goma, il s'est plaint qu'il y avait de la magouille au sein de l'armée et qu'il était donc incapable de déboulonner cette magouille jusqu'à ce jour. Au 3e mois de l'instauration de l'état de siège, la commission défense et sécurité a mené une évaluation et s'est rendu compte que jusqu'au 3e mois, au moins 74 millions de dollars avaient été débloqués au nom de l'état de siège, mais que 80% de ces fonds avaient été consommés à Kinshasa. Jusqu'à ce jour, aucune sanction et aucun changement n'a été opéré. C'est-à-dire qu'à terme de leadership, à terme de pouvoir pour impulser les réformes nécessaires dans l'armée, dans les services de sécurité, dans la police, il est illusoire de compter sur la personne de M. Félix Tshisekedi. Enfin, le pouvoir s'illustre par une impunité sans précédent. En date du 26 avril 2021, une résolution a été votée à l'Assemblée nationale créant une commission d'enquête chargée d'examiner le détournement des fonds alloués aux opérations dans la partie est de la RDC. Parce que les opérations militaires sont devenues du business. Les militaires sont appauvris, meurtris sur le terrain, mais il n'est pas un secret pour personne de voir que des maisons en étage sont construites ça et là, déjà s'enrichissent autour des opérations. Depuis que cette résolution de la commission d'enquête a été créée, elle a été classée dans le tiroir, aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. Et face à cette incapacité, face à cette manque de volonté, la seule recette que le pouvoir en place propose, c'est le pouvoir de la sous-traitance, de la défense de l'intégrité territoriale. Les armées ougandaises présentes officiellement sur le sol congolais depuis le 30 novembre 2021. L'accord initial avait été signé pour 6 mois et cet accord continue jusqu'à ce jour et la situation continue à se détériorer telle que je venais de vous le présenter tantôt. Actuellement, c'est au nom de la communauté d'Afrique de l'Est
que nous avons enregistré la présence des troupes burundaises dans le sud Kivu, la présence des troupes kenyanes à Goma, mais une confusion est enregistrée dans la communication du commandement de cette fameuse force régionale et les autorités du pouvoir à plat de la RDC. Monsieur Félix dit les troupes kenyanes vont passer par Bunagana et qu'à cette occasion, l'M23 en aura pour son compte. Est-ce que les troupes kenyanes sont passées par Bunagana? Au contraire, toute la logistique de l'armée kenyane passe par le Rwanda et passe sous escorte de la police militaire rwandaise jusqu'à la Grande Barrière. C'est au vu au-dessus de tous. Non seulement ça, le pouvoir en place en LTC nous dit qu'il s'agira d'une force offensive pour s'attaquer au M23. Mais le commandant de cette force, le commandant Kenya, dit ouvertement, publiquement, que les offensives contre le M23 seraient la dernière carte. Mais leur priorité, c'est de faire aboutir le processus de Nairobi et le processus de Luanda, autrement dit, l'approche des négociations avec les terroristes, avec les agresseurs. Nous ne pouvons donc pas nous faire d'illusions pour croire que la défense de l'intégrité de notre territoire viendrait de l'Ouganda, encore moins du Kenya ou du Burundi. En conclusion, nous voulons donc nous inviter à plus d'engagement patriotique, à plus de vigilance. Nous nous rendons compte que votre mobilisation paye et le pouvoir se sent sous surveillance. Mais les résultats obtenus jusqu'à ce jour ne sont pas suffisants parce que les calvaires de nos compatriotes deviennent de plus en plus insupportables à Goma, dans les cas de réfugiés, à Rutshuru, à Nyiragongo, à Butembo, à Beni, dans l'Ituri, et comme je l'ai dit, avec ce qui se passe à la ville de Bunia. Deuxième raison de l'urgence, c'est le programme de l'enrôlement. Je voudrais poser la question de savoir si vous êtes prêts de voir les compatriotes de Rutshuru, de Nyiragongo, être exclus du processus d'enrôlement et donc des élections de 2023. Cher Banamboka décidé, êtes-vous prêt à accepter que Nyiragongo et Rutshuru soient exclus des élections à venir? Êtes-vous prêt? Merci. Parce que nous ne pouvons pas l'accepter, nous devons nous mobiliser davantage pour contraindre le pouvoir de fait en place, à faire en sorte que, au plus tard au 31 janvier 2023, les terroristes du M23 aient été chassés de ces territoires. C'est possible. Nous avons des militaires déterminés qui pleurent et qui disent qu'ils ne comprennent pas à quel jeu le pouvoir joue. Nous avons également un engagement patriotique sans précédent de la part des habitants de toutes ces entités et des Goma. Pourquoi ne pas capitaliser sur ça pour mettre en échec ces M23 qui se retrouvent de plus en plus en difficulté à la suite de la résistance d'une population non armée? C'est du fait du manque de volonté, pour ne pas dire que la complicité du pouvoir en place, que le M23 continue à occuper ces territoires, ces entités, dans lesquelles le M23 est entré sans combat, je le rappelle. Enfin, la situation de Butembo mérite notre particulière attention pour éviter d'être surpris que pendant que nous pensons que la menace sur Goma
est plus ou moins sous contrôle que les M23 RDF déguisés en ADF, déguisés en Maïmaï, financés par les agresseurs, ne viennent endeuiller Boutemo à prendre le contrôle parce que cette ville est considérée comme le symbole de la résistance contre l'agression. Cette situation de Boutemo exige notre attention et notre soutien tous azimuts. Enfin, la situation de la prolongation mécanique et illimitée de l'état de siège devient de plus en plus insupportable. Les activistes des droits de l'homme, tous ceux qui se sont mis à dénoncer l'amateurisme, l'inefficacité de l'état de siège, sont jetés à prison. Tel est le cas du militaire de la Lucha, Mamou Sondungo, qui, pour avoir dit que l'état de siège était inefficace, a été condamné à 5 ans de prison. Et il se retrouve aujourd'hui à la prison centrale de Goma, sous le pouvoir de Félix. Tel est le cas du militant du groupe Vérandam, à Beni, Fisto Isambiro, qui est maintenant à la 2e année d'emprisonnement à Kakwangou, à Kangwai, dans la prison de Beni, pour avoir dénoncé l'inefficacité de l'état de siège. Tel est l'état de l'artiste Idengo, qui se retrouve à la prison de Goma, où il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir dénoncé l'inefficacité des opérations militaires et de l'état de siège. Pendant que tous ceux qui tentent de dénoncer par la non-violence sont jetés à prison, ceux qui prennent les armes sont gratifiés par des perdièmes à Nairobi. Ils sont gratifiés par des vols avec des billets d'avion à charge de l'État. Ils sont rémunérés. Ils sont gratifiés par des rencontres à Kibumba, rencontres entre FARDC et M23. Comme pour donner une prime aux seigneurs de guerre au détriment des activistes des mouvements citoyens, aux activistes de la société civile et à tous ceux qui luttent par la non-violence. Voilà comment le pouvoir de Félix gère le pays, l'amateurisme, la criminalité au sommet de l'État. Et cette situation exige la révolte personnelle de tout et chacun de nous et un engagement à la mobilisation, à l'instar de ce que vous avez fait. Nous avons fait en collaboration avec les communautés laïques et la CENCO, l'ECC, à date du 4 décembre. J'estime que ces genres de mobilisation devraient continuer pour que la situation change le plus rapidement possible. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la séance de questions-réponses. Priorité aux journalistes. Je suis Dominique Dinanga de la radio Dor Congo. Vous l'avez appris sûrement, le Conseil de sécurité des Nations Unies venait de lever officiellement l'embargo sur les armes imposées à la République démocratique du Congo. Et c'était une résolution introduite par la France qui a été votée. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une victoire diplomatique du pouvoir en place? Et est-ce que cela constitue aujourd'hui une lueur d'espoir à la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Merci. C'est Madame Joël Koubé, Picard Télévision. Ma question est celle-ci, c'est en rapport avec la question du M23 à un territoire des Nirangogo. Là, vous venez de nous démontrer comment les M23 continuent à progresser librement dans nos territoires, mais également la déportation de la population, les pillages de nos récoltes. Pouvez-vous nous dire concrètement à quoi ont servi les processus de Nairobi, la feuille de route de Nairobi, processus de Luanda, mais aussi la pression de la dite communauté internationale? Merci. Dominique pose la question au sujet de la levée de l'embargo sur les armes. Je voudrais répondre
à deux volets. D'abord, pour dire qu'il s'agit de la victoire du peuple congolais qui se mobilise depuis longtemps contre l'agression du M23, qui s'est levé pour dénoncer les propos tenus par des membres des Nations Unies disant que le M23 était disposé des armes sophistiquées, et nous avons assisté à des manifestations populaires à Kiwanja, à Goma, à Butembo, à Kinshasa, dans la diaspora. Et donc, nous ne pouvons que saluer et applaudir cette victoire de notre peuple. Mais à deuxième lieu, il ne suffit pas que notre pays jouisse de l'entière liberté d'acheter des armes. Encore faut-il disposer d'un pouvoir animé de la volonté et de la capacité. Vous êtes sans ignorer que des rapports d'évaluation de l'état des sièges ont fait état du fait que des fonds pour l'achat des drones ont été débloqués. Ces drones ne faisaient pas partie des armes soumises à l'embargo. Au lieu d'acheter des drones militaires, des bandits au sommet de l'État ont acheté des drones de reportage des matchs de football. Donc ce n'est pas une question d'embargo, c'est une question de criminalité au sommet de l'État. La question des effectifs fantômes, est-ce que c'est l'embargo du Conseil de sécurité qui pousse, n'est-ce pas, que le pouvoir a place que dans une unité où on aurait 1600 militaires, on retrouve 300 et que les 1300, les fonds sont débloqués, la ration est débloquée, les armes sont débloquées pour une destination inconnue. Donc, nous avons, au-delà de cette dimension diplomatique, des problèmes réels de gouvernance auxquels nous devons trouver des solutions impératives. Alors l'autre question, c'est au sujet des crimes que l'M23 continue à commettre sur nos populations à Rutshuru, à Nyiragongo. Et Madame la journaliste pose la question, à quoi aura servi le processus de Nairobi, le processus de Rwanda et la pression de la fameuse communauté internationale. Je constate avec, comme tout le monde, madame, que par exemple, la feuille de route de Rwanda du 23 novembre 2022 avait donné un ultimatum aux terroristes du M23 pour qu'ils se désengagent de ce territoire au plus tard le 25 novembre 2022 et que, faute d'obtempérer à cet ordre, eh bien, la force régionale traquerait ces terroristes. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2022. La date victoire du 25 novembre est passée. Les terroristes du M23 non seulement continuent à endeuiller nos populations dans ce territoire, mais samedi dernier, nous avons eu des informations qu'ils ont déployé à nouveau des renforts venus du Rwanda vers Tongo, vers Bamo, dans le but, comme nous l'avons dit dans notre communication, de prendre le contrôle de Kichanga, de Burungu, afin de couper toute circulation, tout trafic sur cette route difficilement praticable qui reste la seule qui relie Goma à la partie nord, avec des menaces de commettre des crimes sur les habitants de ces entités-là. Donc, et la fameuse force régionale n'est toujours pas intervenue, bien au contraire, des éléments de contingent kenyans sont plutôt affectés à ouvrir la grille de la clôture de l'aéroport international de Goma. Bon, je n'ai jamais entendu
une force internationale déployée pour que les éléments s'occupent de l'ouverture de la grille des aéroports. Ce n'est pas en tout cas ça la réponse aux attentes. Donc, ce processus de Rwanda, jusqu'à ce jour, reste théorique. Le processus de Nairobi, comme je l'ai dit, a été une messe pour réunir les groupes armés. Et vers la fin de la clôture des derniers travaux, troisième round de ce processus, ils ont menacé de suspendre leur participation à la cérémonie de clôture si leur per diem n'était pas payé. Donc, aux groupes armés, on paye des per diem, mais aux activistes des mouvements citoyens qui dénoncent l'inefficacité de l'état de siège, on réserve la prison. Donc ce procès de Nairobi n'a rien apporté. La communauté internationale, comme je l'ai dit, s'est limitée à appeler le Rwanda à suspendre son appui au M23. À mon avis, c'était suffisant. Tenant compte des preuves irréfutables qui soutiennent le Rwanda dans cette agression, la communauté internationale devait prendre des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, des sanctions de suspension d'aide financière au Rwanda, et c'est alors que le Rwanda serait amené à retirer son armée et ses supplétifs de notre territoire, raison pour laquelle je dis que je nous appelais tous à intensifier la pression pour arriver à des résultats escomptés, étant donné que l'enrôlement des électeurs, c'est pour le 12 février, et que cet enrôlement est impératif pour que, sur Massissi, sur Rutshuru, sur Nyiragongo, la loi qui devrait être votée à la session de mars sur la répartition des sièges, que nous sachions également le nombre de sièges que nous allons briguer dans ces entités, mais ces sièges qui ne devraient pas être attribués à des étrangers sous prétexte qu'au nom du processus de Rwanda, on fait venir des réfugiés congolais. Le M23 qui est en train de chasser des Congolais de leur maison, qui est en train de procéder à la déportation, n'est pas mieux indiqué pour se prévaloir à des façons de la cause du retour des réfugiés. C'est inacceptable. Je suis Awa Jean de Dieu. Je viens de Goma en province Nord Kivu. Je travaille pour les comptes de Hope Channel Télévision. Je voulais poser une question à l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. On ne savait même pas qu'il y avait une conférence aujourd'hui. C'est en passant qu'on nous a dit qu'il y a une conférence. Il y a incessamment le gouvernement de Kinshasa qui avait dit que plus jamais on négociera avec les groupes terroristes, notamment les M23. Mais il y a récemment, la semaine passée, le commandant de la 3e zone de défense qui a été visible à Kibumba en train de négocier avec les responsables du M23. N'est-ce pas un complot contre la République honorable? Je suis Yannick Ouarangassi, journaliste aussi je viens de Goma comme mon prédécesseur. Je suis de la Nation Télévision à Goma dans le Nord Kivu. En fait, j'avais une question par rapport à la mesure exceptionnelle de l'état de siège, toujours à vigueur chez nous dans le Nord Kivu. Aujourd'hui, à Goma, comme à Butembo et à Beni, il y a 3 maires de ville. Il y a un maire à congé, il y a un maire en exercice et il y a un maire, il y a un futur maire, donc un maire qui a été nommé. Comment les cités jugent cette situation? N'est-ce pas une confusion dans ce sens-là? Merci. Je suis Josué Boulon Foubin Mikendero de Michapi West TV, c'est à Goma toujours. J'ai une question à adresser à l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Comment vous trouvez la proposition de certains analystes politiques qui estiment que la RDC devait directement négocier avec le clan de puissance, à l'occurrence les pays qui ont le droit de veto,
pour résoudre la question sécuritaire à l'est de la RDC. Vous êtes un homme de terrain, vous maîtrisez la situation. Comment vous jugez cette proposition des analystes politiques? Merci. De compatriotes venus de Goma, Jean de Dieu de Hope Channel soulève la question de la rencontre de Kibuma entre les terroristes du M23 et les commandements de l'armée, en contradiction totale avec les discours officiels d'après lesquels le pouvoir ne négociera pas avec les terroristes du M23. Alors nous continuons à dénoncer les jeux de cache-cache du pouvoir. Comme je l'ai dit, nous observons que sur le terrain, les FARDC se retrouvent dans une situation de trêve. La résistance contre les terroristes du M23 est organisée par la population. Raison pour laquelle le M23, par exemple sur la route Kibumba, Rugari, Katale, les M23 se mettent à organiser des déportations forcées des populations. À Kichanga, à Kishiche, à Bambou, c'est la population qui organise la résistance. Mais sur tous les axes, que ce soit Mabenga, qui ségourde la partie est de notre pays, que ce soit Kibumba, que ce soit Atongo, on n'observe pas d'offensive à vue de récupérer ce territoire-là. Et cette trêve aurait été donnée à la suite du fameux processus de Luanda. Donc, officiellement, le pouvoir dit qu'il est opposé à toute négociation avec ces terroristes, mais dans le fait, il ne fait rien pour changer la situation. Il voudrait pousser la population à la fatigue pour qu'une fois épuisés, une fois fatigués, les habitants de Goma, de Butembo, de Rutshuru commencent à organiser certaines manifestations pour dire, bon, pourvu que nous sortions de la guerre, peu importe les résultats, le reste sera examiné après. Le pouvoir joue à la complicité pour ne pas soutenir l'approche de la libération militaire de ces entités alors que c'est possible et pousser à ce qu'on lui donne l'aval à vue des négociations. Or, ces négociations sont dangereuses parce que le Rwanda voudrait rajeunir la classe des infiltrés dans nos services de défense et de sécurité pour perpétuer les guerres d'agression à vue de la balkanisation. Je partageais ce matin avec un aîné qui disait qu'au cours des formations idéologiques sous l'AFDEL à Rumangabo, en 1996, que des instructeurs rwandais disaient qu'ils ne quitteraient jamais la RDC tant que le plan de la balkanisation du Congo ne sera pas accompli. Qu'après la balkanisation du Soudan, devrait suivre la balkanisation de la RDC. Vous savez à quelle année la balkanisation du Soudan a été accomplie? Ils en parlaient déjà dans les camps de formation idéologique à Rumangabo en 1996. Cela s'est accompli quelques années plus tard et aujourd'hui, ils misent sur la balkanisation de la RDC, mais avec la détermination du peuple congolais, avec le mot d'ordre de l'OCDE Congo Ekolo Moko, ce plan de balkanisation n'aboutira jamais. Alors notre ami Waragisi pose la question au sujet de l'état de siège. À la veille de restauration de l'état de siège, le président élu avait signé un communiqué pour dénoncer l'amateurisme au sommet de l'État. Cet amateurisme qui s'est manifesté dans
la façon dont l'état de siège avait été proclamé. Comme je le disais tantôt, déjà dans le programme du gouvernement, il était prévu un état d'urgence sécuritaire à lieu place de l'état d'urgence. Félix a instauré l'état de siège. Un mois après, alors que dans le programme du gouvernement, il prévoyait déployer le personnel militaire policier suffisant dans cette province, un mois après, il s'est écrié à Goma pour dire qu'on lui avait menti sur les effectifs militaires, c'est-à-dire l'amateurisme. Curieusement, jusqu'à ce jour, cet amateurisme continue, non seulement dans la manière dont le Parlement proroge cet état de siège de manière complaisante, sans débat, mais également dans la manière dont les choses se gèrent. Aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, Félix a créé une situation inédite à la tête des entités sous état de siège, dans lesquelles vous avez un administrateur de territoire à congé, vous avez un administrateur militaire à fonction, et vous avez un administrateur de territoire civil récemment nommé qui attend. La même situation à la tête des mairies, la ville de Goma, la ville de Butembo, la ville de Beni, la même situation à la tête des communes. C'est révélateur de l'amateurisme au sommet de l'État. Et lorsque vous observez de très près le profil de ces nouveaux nommés, eh bien, pour la plupart, ce sont des militants des partis de l'Union sucrée, ce qui reflète le fait, pour la conception qu'ils ont de l'État, une mentalité de jouissance. Il faut nommer les membres des partis pour aller exploiter, pour aller se servir au sommet de ces entités, ce qui est inacceptable. L'urgence, c'est qu'il faut mettre le pouvoir de M. Félix hors d'état de nuit. Alors, Josué de Michapi pose la question du point de vue de certains analystes qui estiment qu'il faut négocier avec le pays, les grandes puissances qui ont le droit de veto. Pour négocier, cher ami, il faut une diplomatie efficace. Or, la diplomatie des jouisseurs à laquelle nous assistons, c'est une diplomatie de voyage, plus de temps, autant de voyages par avion, ça et là, et dont les résultats tardent à se matérialiser. Il faut un pouvoir doté de toute la légitimité, de la compétence, qui va mettre en place une diplomatie efficace, mais également les États partenaires ne peuvent nous respecter qu'au regard du sérieux avec lequel nous gérons les questions de l'État, nous gérons les questions des réformes de l'armée, mais tant que de l'intérieur, on va continuer à constater l'absence de volonté, eh bien, nous continuerons à être la risée du monde et qu'un président comme celui du Burundi peut se permettre de dire, bon, les armées de Burundi, du Sud-Soudan, du Kenya vont assurer le contrôle de Rutshuru, de Nyiragongo, de l'aéroport de Goma, en attendant que le pouvoir à Kinshasa puisse former une armée et une police parce que la RTC ne dispose pas. Donc, le point de vue, c'est qu'il faut disposer d'un pouvoir. Vous n'avez pas suivi ce propos, Tendaishimi. Donc, nous ne pouvons pas avoir une diplomatie efficace si nous n'avons pas un régime politique efficace avec des hommes et des femmes compétents à la présidence de la République, au gouvernement, des institutions, des animateurs légitimes, mais également avec le député qui décide de rester loyaux vis-à-vis de leurs électeurs, de la population, plutôt que de trahir la population
et de se montrer loyal à l'égard de celui-là qui serait là pour distribuer tes palissades, pour distribuer tes postes. Et donc il faut un régime nouveau. Et c'est pour ça que nous devons lutter, plutôt que d'attendre que du mal peut sortir quelque chose de bien. Je pense que ceux qui avaient prêché ça se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il faut un régime légitime, un régime des hommes et des femmes compétents, et que le pouvoir de fait qui est là, un régime de médiocre, ce régime-là devrait être mis de côté. Exceptionnellement pour les amis qui ont dit qu'ils étaient de passage, qui ne savaient même pas qu'il y avait une conférence ici. Ici, chaque mardi, à l'ECID, nous organisons ce que nous appelons le point de l'ECID sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Donc, c'est pour témoigner notre attachement à tout ce qui se passe au Congo, à l'Est, ici à l'Ouest, partout où il y a problème de l'insécurité. Et comme vous êtes de Goma, donc vous êtes journaliste, vous allez prendre sans doute position où vous parlerez à travers la télévision ou la radio. Transmettez ces messages que nous sommes toujours des cœurs avec toute cette population qui souffre côté Est. Jamais on abandonnera. Et cela fait partie de l'option fondamentale de son activité politique. Je parle donc du président élu, qui ne cesse de parler de cette situation, de s'engager avec tous les partis sur les recherches de solutions de ces problèmes. Nicodème, c'est l'exécutif provincial de Lualaba, donc qui est de passage par ici. Voilà. Avec SID, avec SID, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo, école est bon. Congo, école est bon. Congo, école est bon.